D'abord, félicitations, Pascal, pour ce nouveau poste. Merci beaucoup. J'aimerais savoir d'abord comment tu as appris la nouvelle que tu étais le choix de l'organisation et quelle a été ta réaction? Ben, comment je l'ai appris, ça s'est passé relativement vite. On était au camp des recrues à Traverse City. Et puis, comme je disais, là, ça s'est déroulé relativement vite. Le GM m'a appelé, il m'a dit, écoute, il dit, il va y avoir un changement. Et puis, on voudrait que tu sois notre head coach, si ça t'intéresse. J'ai dit, oui, ça m'intéresse. J'ai fait comme ça. Un quick follow-up, les circonstances sont pas idéales. Euh, Ça va être quoi le défi pour toi alors que le camp commence dans quelques jours, les jours qui suivent? Ben, l'ajustement de ce qu'on doit faire, évidemment, il y a un paquet de choses qu'on a fait cet été, qu'on a préparé pour le camp d'entraînement. On s'est rencontrés pas mal tout l'été, à travailler sur des choses, le coaching staff. Il y a des petits ajustements là, qu'on veut faire, qu'on veut tweaker pour mettre ça un peu plus à mon goût. Donc, mais on a fait le plus gros du travail a été fait cet été. Donc, c'est pas l'ajustement, la transition devait se faire assez facilement. Tu veux dire, il n'y a rien qui va changer par rapport à ce que tu avais travaillé avec Mike Babcock? Ben, il va y avoir des petits changements, mais rien de majeur. On a travaillé fort cet été ensemble, on s'est rencontrés régulièrement. Donc, il y a un paquet de détails qu'on a déjà pris. On a déjà pris le temps de préparer. Donc, mais il y a des petites affaires qu'on va modifier, des choses que je ne suis pas nécessairement confortable. Mais c'est rien de majeur. Le gros du travail a été fait. Merci. Okay. Next, we'll go to Marc-Antoine Godin. Go ahead, Marc-Antoine. Thank you. Bonjour, Pascal. Félicitations. Merci. Écoute, je me souviens que tu m'as déjà dit que, à propos de la possibilité que tu deviennes entraîneur-chef dans la Ligue nationale, que tu étais non seulement prêt et préparé, mais tu étais peut-être surpréparé. Tu n'étais sûrement pas préparé à ce que ça arrive de cette manière-là. Comment on réajuste le tir une fois qu'on est plongé dans le bain, dans un rôle d'entraîneur-chef, dans des circonstances comme celle-là? Ben, c'est ça l'avantage d'avoir un peu d'expérience. C'est peu importe la situation qui se présente devant toi, tu peux t'ajuster relativement rapidement. Donc, évidemment, c'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Puis je dois vous dire que ça a été des jours difficiles parce qu'on voyait ce qui se passait, puis c'était pas évident, puis on continuait à travailler, mais on savait pas ce qui allait se produire. Donc, ça n'a pas été évident, mais en même temps, lorsqu'on dit ça, le changement, dans ma façon de penser, c'est fait relativement vite. J'avais une idée de ce qu'on avait à faire, ce qu'il nous restait à faire, ce qu'on avait accompli. C'était déjà en banque. Mais en ce qui me concerne, d'être un entraîneur-chef, c'est ça que j'ai fait la plus grande partie de ma carrière d'entraîneur. Donc, je suis relativement confortable. Je connais l'organisation. Si ça avait été une nouvelle organisation, j'arrive quelques jours avant un camp d'entraînement, puis il n'y a rien de préparé. Là, ça a été un peu plus difficile. Mais on met beaucoup d'heures en ce moment. Là, on est dans les préparations finales pour s'assurer qu'on fait le camp. Mais je dois dire qu'avec le coaching staff, on était pas mal prêts, donc la transition. Tu sais, j'ai entendu évidemment votre conférence de presse où tu disais, ben, peu importe le rôle dans lequel je suis je suis un membre des Blue Jackets de Columbus, puis ça ne change pas ma loyauté est là. Mais dans les faits, quand on est dans un vestiaire, être entraîneur-chef et être entraîneur adjoint, c'est deux rapports. Ben, corrige-moi si je me trompe, mais c'est deux rapports qui sont différents. Le fait de passer de l'un à l'autre comme ça, du jour au lendemain, comment tu vois la relation, la relation de travail avec les joueurs changer à cause du changement subi là, de ton emploi? Oui, bien écoute, ce que je disais, c'est peut-être que je ne l'ai pas bien expliqué. Là, ce que je disais, c'est que lorsque j'ai été engagé comme entraîneur adjoint, j'essayais pas de démontrer ou de prouver au monde que je peux être un entraîneur-chef. J'avais signé un contrat comme entraîneur adjoint, puis j'essayais d'être. La meilleure façon de l'expliquer, c'était j'essayais d'être l'entraîneur adjoint que j'aurais voulu engager moi-même comme entraîneur-chef. Donc, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui est structuré, quelqu'un qui est ordonné, respectueux, loyal, qui recherche
des nouvelles idées, qui dit ses idées, qui partage sa vision des choses. Donc, c'est ça plutôt que j'essaie de dire. C'est sûr que la relation avec les joueurs, quand tu es adjoint, est un peu différente. Mais je suis un gars qui, quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire, peu importe le rôle dans lequel je performe à ce moment-là. Donc, la relation avec les joueurs, comme je leur ai dit, mon rôle a changé. Donc, ça va être une description de travail qui est différente. Mais je ne joue pas de game. Je suis Pascal Vincent, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas Pascal Vincent différent parce que je suis adjoint ou entraîneur-chef. Mais le job, la description de tâche a changé. Et puis les joueurs, mon approche avec eux autres, même comme adjoint, c'était assez direct aussi. Donc, on avait une relation saine, on avait une relation ouverte, dans le sens où la porte était toujours ouverte. Je travaillais beaucoup avec les joueurs individuellement, mais c'était aussi constant dans les directives, les choses qui ne changeront pas. C'est juste que la job description a changé un petit peu. Puis je vais être obligé d'approcher certaines situations de façon différente. Mais je reste la même personne. Cool. Merci. Okay. Next, we'll go to Simone Olivier Larange. Pascal, Simon Olivier de la presse. Tu parlais justement approcher certaines situations. Il y en a une, tu es direct dedans, en fait, qui fait en sorte que tu nous parles aujourd'hui. C'est la situation avec Mike Babcock. Comment tu penses adresser ça avec les joueurs? C'est quoi la suite de cette histoire-là avec les joueurs? Est-ce que tu as l'impression que c'est déjà réglé ou il y a un travail vraiment à faire au camp? Non, c'est déjà réglé. Il y a pas, le directeur général a rentré dans la chambre et expliqué la situation. Il a expliqué ce qui s'est passé. Il a expliqué sa version des choses. Il m'a présenté à l'équipe comme étant l'entraîneur-chef. Finalement, je connaissais des joueurs, là, mais juste pour faire ça officiel, on a eu un petit meeting. Puis à partir de ce moment-là, on regarde en avant. Les joueurs, je pense que il y a beaucoup de distractions qui sont à l'extérieur de l'organisation. Une chambre de hockey, les joueurs de la Ligue nationale, c'est des adultes, c'est des hommes, c'est des professionnels. Il y a des échanges qui arrivent, il y a des situations au courant d'une saison qui se produisent. C'est des gars qui tournent la page relativement vite. Donc, mon évaluation de la situation, c'est j'ai rencontré le capitaine aujourd'hui avec les assistants. Ils sont prêts pour le camp d'entraînement. Ils sont prêts à travailler. Ils ne regardent pas en arrière, ils regardent en avant. Cette situation-là, bon, évidemment, c'est ça, rencontrer ton capitaine, c'est une chose, mais les échos qu'on a eus, c'est que c'était beaucoup les jeunes joueurs qui avaient senti un inconfort. Est-ce que tu sens ou pas le besoin justement de faire un suivi avec eux ou c'est vraiment, comme tu dis, c'est terminé, on n'en parle plus, that's it? Mais je ne peux pas en parler, dans le sens où je veux bien en parler, mais moi, mon expérience avec Mike Babcock était correcte. J'ai pas mon expérience personnelle. C'est une situation où c'est des choses qui sont arrivées dans le privé. Tout le monde lit les affaires, là. On n'était pas là. Donc, je ne peux pas commenter là-dessus. Ce que je peux faire, c'est comment je vais me présenter, comment je vais leur parler, comment je vais les adresser. Puis je vais le faire à ma façon, mais nous autres, on ne peut rien y faire. On peut juste regarder en avant. On a toujours dit ce qu'on peut faire pour s'améliorer demain. Puis à partir de là, ils vont bien voir qu'on est deux personnes différentes. Puis, je ne parle pas d'être meilleur ou d'être moins bon. Je ne parle pas de ça. On est tous différents. Donc, ça va être une approche différente. Tu l'as évoqué tantôt, ça s'est passé très vite, le remplacement, ta promotion à ce poste-là. Est-ce que tu as quand même eu 2 secondes pour dire enfin ça se passe? Pas encore, non. Non, c'est arrivé relativement vite. Puis non, je n'ai pas pris de faire de fin encore. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup. Okay, we'll go back to Alex Antonacci. Go ahead, Alex. Oui, Pascal, une petite question rapide. Là. Ça fait quand même un petit moment
on entend ton nom circuler au Québec dans la Ligue nationale pour finalement obtenir ta première chance en tant qu'entraîneur-chef. Euh, Par rapport à ton parcours et par rapport de finalement obtenir cette chance-là, c'est quoi qui te rend le plus fier? Oh boy. Je pense que écoute, tellement de choses. J'ai été tellement chanceux de rencontrer plein de bonnes personnes tout au long de ce parcours-là. Mais la chose qui me rend le plus fier, c'est que j'ai jamais abandonné. Puis, écoute, là, je suis dans la Ligue nationale, là, je sais pas, mais j'avais un rêve. J'avais un rêve de jouer dans la Ligue nationale lorsque j'étais jeune. Ça s'est pas produit. Puis je me suis dit, un jour, je vais être entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Écoute, à 27 ans, j'étais allé au Cap-Breton. Je parlais pratiquement pas anglais. C'est vraiment là où j'ai appris l'anglais. Il y avait un certain Danny Dubé qui était à ce moment-là le directeur général de l'équipe, qui cru en moi. Puis ça a eu un gros effet dans mon futur parce que j'ai finalement appris l'anglais et à pouvoir me débrouiller. Ça a été, écoute, 9 ans au Cap-Breton, 3 ans avec le Chien de Montréal, ensuite au Québec pendant 10 ans de temps, puis là, ici à Columbus. J'ai commencé dans le Midget 3, je sais où je viens. Là, moi, je n'ai pas joué dans les nationales. Puis ça, c'est un fait. Fait que j'ai gradué les échelons un par un. Puis j'ai toujours travaillé fort. Ce qui me rend très fier, c'est ma loyauté envers les gens pour qui j'ai travaillé. Là, ça fait 30 ans que je coach. Je sais que ça va arriver, mais j'ai jamais été congédié encore. Puis si tu penses que ça veut dire quelque chose, puis j'ai pas passé d'une organisation à l'autre. Fait qu'il y a un paquet de choses là, qui a fait en sorte, mais je te dis tout ça, et en même temps, tu peux pas rien accomplir lorsque tu es seul. Il y a tout le temps un cercle de gens qui croient en toi quand tu as des doutes. Puis j'ai eu ce cercle-là. J'ai eu des gens qui ont cru en moi, c'est autant ma famille que des amis ou des gens de hockey qui ont cru en moi. Donc, écoute, je pourrais te parler pendant plusieurs heures de tout ce qui me rend fier là, à partir du moment où j'ai reçu l'appel ou la conversation d'être entraîneur-chef pour une équipe de la Ligue nationale. Il y a un paquet d'histoires qui sont produites avant que je suis vraiment fier. Ah, merci, bonne saison. Félicitations encore. Merci. Okay. Next, we'll go to Nicholas Pereira. Go ahead, Nicholas. Salut Pascal, félicitations Nicolas du Courrier Laval. En fait, tu parlais du Cap-Breton, mais je te ramène justement même avant ça, quand tu coachais M18-3A avec Laval, Laurentides-Lanaudière. Si tu prends le Pascal de ces années-là, justement, aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais? Tu parlais de jamais abandonner et de croire en toi, mais est-ce que tu as d'autres conseils que tu aimerais te donner pour monter, si on veut, encore plus rapidement les échelons? Plus rapidement, c'est pas nécessairement mieux. Écoute, il y a 10 ans, je pensais que j'étais prêt pour être entraîneur-chef dans les nationales. Puis peut-être que je l'étais, mais je n'aurais pas cette confiance-là que j'ai en ce moment. Écoute, je dirais de prendre son temps, honnêtement, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec un paquet d'individus qui m'ont. Le résultat d'aujourd'hui, avec mes 30 ans d'expérience dans le monde du hockey comme entraîneur, le résultat, c'est que j'ai un bagage d'expérience, mais ça vient avec les conditions que tu fais, mais ça vient aussi avec les gens avec qui tu travailles. Donc, je lui dirais d'être patient. Des fois, je vais t'avouer que j'étais un petit peu moins patient. Je me disais, le téléphone, comme à un moment donné, tu te dis, OK, je travaille fort, je suis une bonne personne, j'ai une bonne tête de hockey, j'ai confiance en moi. Ça va-tu arriver? Parce que j'en connais plein de coachs qui sont exactement comme ça aussi, qui n'ont pas eu cette appel. Il y en a qui cherchent des emplois en ce moment. C'est des bons coachs, peut-être meilleurs que moi, mais au bout de la ligne, c'est cette persistance-là de continuer à croire, d'être entouré de bonnes personnes. J'ai toujours dit que tu es aussi bon que la somme des gens avec qui tu travailles. Puis j'ai eu cette
capacité-là de toujours trouver des personnes qui, non seulement me poussaient à devenir meilleur, mais qui m'aidaient à challenger des décisions, puis j'apprenais d'eux autres tout le temps qu'ils pouvaient apprendre. Donc, je lui dirais d'être patient et de ne pas s'impatienter. Puis aussi, bon, tu le disais tantôt, tu n'es pas nécessairement un joueur, mais malgré tout, est-ce que tu as encerclé la date déjà du 26 octobre, le premier match de l'équipe au Centre Bell cette saison, à ton calendrier? C'est sûr que j'ai regardé le calendrier, mais le premier match de la saison, ça va être particulier pour moi. Je vais faire venir mes parents ici, puis j'espère plus de monde de ma famille. Ils font partie de ça, eux autres. C'est là. Ils m'ont supporté tout au long de ça, de ce cheminement-là. Ma famille va être à ce match-là. Puis ça, pour l'instant, pour moi, c'est l'accomplissement de beaucoup d'efforts, de beaucoup de sacrifices d'un paquet de gens. Puis je veux que ces gens-là soient à mes côtés pour ce premier match-là. Puis à Montréal, ben, écoute, chaque année, puis si je reste dans la première année que j'étais à Winnipeg, je regardais quand est-ce qu'on jouait à Winnipeg, puis si je suis encore dans cette ligue-là dans 20 ans, je vais encore regarder quand est-ce qu'on vient jouer à Montréal. Montréal, c'est ma ville. Je viens de Montréal, je suis un Lavallois, mais Montréal, Laval, je suis un Québécois. C'est toujours spécial de venir à Montréal. Merci et bonne saison, Pascal. Merci. We got time for a few more. We'll go back to Marc-Antoine Gaudin. Oui, Pascal, juste au niveau de la glace, là, ton club, tu le vois comment? Tu as parlé du fait que sans promettre une place en série, vous alliez au moins avoir une équipe compétitive, mais en termes de force, faiblesse, les effectifs que tu as sur la main, que tu as sous la main, c'est quel genre d'équipe tu vois à Columbus cette année? Et en sous-question, quel est le statut d'Alexandre Texier au milieu de cette équipe-là? Tex est revenu dans l'entourage de l'équipe, donc il va être prêt pour le début de saison. Écoute, cette question-là, je me la pose à tous les jours. Je sais, j'ai une vision de comment on va jouer et puis de l'attitude puis de la culture que je vais imposer, qu'on va acquérir. Le respect, là, tout le monde va être respecté, mais ça se gagne, ce respect-là. Donc, on va aller chercher ce respect-là d'une certaine façon, la façon dont on va jouer. On a tellement eu de blessés l'an passé, on a tellement mis des joueurs dans des positions difficiles. Oui, il y avait 12, 15, 18 minutes de glace, de minutes de jeu par match, mais il n'était pas mis dans une position pour réussir. Là, notre équipe est en santé. Donc, je ne sais pas, si tu te souviens, l'année précédente, je pense qu'on avait surpris beaucoup de gens dans le milieu du hockey, de la Ligue nationale du moins, parce que les gens ne voyaient pas compétitionner comme on l'avait fait. On est revenu à un peu à ce mode-là, dans le sens où notre équipe est en santé aujourd'hui. On n'a pas joué de match encore, mais au moment où on se parle, on a une équipe en santé. Ce qu'on n'a pas eu du tout de l'an passé, à partir du premier match, Patrick Laine s'est blessé. Ça a été Zach Werenski, puis ça a été des blessures longues. Ça a été une après l'autre. Donc, la chimie, puis le camp d'entraînement, comment tout ça va s'installer, puis comment tout ça va se produire. On se reparle après le camp d'entraînement, je vais avoir une bien meilleure réponse pour toi, mais pour l'instant, on a une idée aussi qu'on veut explorer durant le camp d'entraînement, donc voir comment tout ça va se dérouler. Mais pour l'instant, là, je me pose également la question. Tout ce que je sais, c'est que on va installer une culture de travail, d'intensité, on va être structuré. Puis on va avoir une méthode là, de travail qui va être unique à nous, mais ça va être une équipe qui va être rapide. OK, cool. Merci. We'll wrap up with Simone Olivier Larange. Oui, donc en fait, en suivi sur ce qui a été dit, là tu deviens l'entraîneur-chef de Patrick Laine, un joueur que tu suis depuis pratiquement ses tout débuts en Amérique du Nord. Évidemment, il a fait partie de ces joueurs malchanceux des dernières années, il a manqué beaucoup de matchs, mais un Patrick Laine en santé, puis mentalement à la bonne place, si on veut motiver et tout, jusqu'où il peut vous amener, ce gars-là?
Patrick, là, je le vois tous les jours. On se parle tous les jours qu'on est à l'Arena. Si Patrick voulait être goaler, il serait un bon goaler dans la Ligue nationale. Il est tellement talentueux, c'est même pas drôle. Donc, un Patrick en santé, excité de jouer, motivé. Il est en bonne forme physique. Il s'est bien préparé cet été. Je ne le connais pas, son ceiling. Je sais qu'il peut être une étoile dans la Ligue nationale, mais il y a des choses qu'on doit faire ensemble. Quand je dis ensemble, c'est l'organisation, le coaching staff avec les joueurs et avec Patrick, qui peut faire en sorte que des joueurs comme lui peuvent devenir encore meilleurs. Puis ça va être mon plan avec Patrick, c'est de prendre son potentiel puis de vraiment l'élever à un niveau qu'on n'a pas vu encore. Puis je pense que ça, c'est possible. Par contre, au bout de la ligne, c'est lui qui met les patins, puis c'est lui qui attache son casque. Ça va être à lui de voir à quel point il veut pousser dans tout ça, mais présentement, ce que je vois, c'est un Patrick Laine qui sourit, qui a hâte de commencer, qui a hâte de jouer, puis et on dit en anglais, he's all in. Il est prêt. Là, il est plus mature. Puis la chose qu'on doit comprendre aussi, là, c'est que si je peux continuer sur le sujet là, juste un petit peu, c'est on ne connaît pas toujours la pression que ces jeunes-là. On parle au Québec, vous connaissez beaucoup Pierre-Luc Dubois. Les choix de première ronde, là, les Austin Matthews, les Patrick Laine, les Pierre-Luc Dubois, tous ces gars-là, chaque année, les Sidney Crosby, eux autres, là, ils vivent une pression qu'on ne connaît pas tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vécu ces moments-là en étant cette personne-là. Donc, il y a une pression immense sur ces jeunes-là. Là, je pense que Patrick est à une période de sa vie où c'est comme un peu en arrière de lui. Il n'a plus à vivre ça. Il veut continuer à se prouver, mais il n'y a plus. Je pense qu'il ne sent plus la pression de vouloir prouver qu'il est meilleur que Austin Matthews. Je pense qu'il est rendu à un point où il veut prouver qu'il peut être le meilleur Patrick Laine qu'il peut être. C'était ça mon point. Donc, c'est basé sur lui, sur ses capacités à lui, sur ses habiletés à lui. Puis, s'il reste en santé, je pense que Patrick va avoir une saison extraordinaire. Merci beaucoup. Wraps our